Vous écoutez Un long chemin. Aïcha, un combat après l'autre. Deuxième partie. Des fois, je me disais, bon, je sais pas où aller. Je sais pas où aller, donc vaut mieux que je me résigne et que je reste avec lui. Moi, j'avais quelqu'un d'autre dans ma tête et dans mon cœur. Moi qui ai vécu un mariage presque forcé avec un cousin, avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cet acharnement-là? Mais pourquoi? Comme aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de la mort. Quand j'ai eu le bac, mon orientation, c'était pour faire une école d'ingénierie. C'était d'abord de faire une classe prépa et ensuite faire ingénierie en agronomie comme mon père l'avait fait. Mais entre-temps, en première, la même tante là qui m'avait excisée, depuis longtemps, elle disait que son fils qui était aux États-Unis, qu'elle voulait que celui-ci m'épouse. Et ça, elle le disait en rigolant. Je pensais que c'était de la rigolade, hein. Pour moi, c'était de la rigolade. Elle disait ça, mais c'était vrai. Et je me rappelle quand ça a commencé à devenir sérieux, j'ai demandé à ma mère que, ouais, mais pourquoi tu veux que je me marie très tôt comme ça? Elle me dit, ouais, mais tu sais pas, c'est une chance d'avoir un mari. T'as vu, t'as des cousines, t'as des tantes, elles ont 40 ans, elles ont 30 ans, elles sont toujours qu'à marier. Estime-toi heureuse qu'à ton âge, t'es encore jeune, que tu trouves un mari. Et ensuite, je lui dis, mais c'est pas toi qui m'as dit que les études, c'était plus important que toute autre chose. Elle m'a dit, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Elle m'a dit, c'est une chance aujourd'hui. Voilà, tu vas avoir ton DAC, tu vas te marier, tu vas être bien. Une femme, c'est ça, c'est avoir un métier et avoir un mari. Une femme, même si tu es ministre, si tu n'as pas de mari, ça compte pas. Donc, difficilement. Bah, je suis jeune, j'ai 17 ans, quoi. Tes parents qui t'ont élevé, t'as nulle part où aller, tu vas fuguer pour aller où? T'as rien du tout, tu travailles pas, t'as pas d'argent. Et surtout, moi, ma famille, c'était, comment dire, dans la famille, du côté de mon père, ma famille, c'était un peu la famille qui s'occupait de tout le monde. Donc, il n'y avait pas quelqu'un au-dessus qui pouvait les raisonner parce que voilà, tout le monde dépendait vraiment de mon père. C'est lui qui faisait un peu tout. Quand il parlait, tout le monde s'alignait. C'était comme ça. Donc, oui, c'était compliqué. Je voulais pas. J'ai jamais voulu. Moi qui avais soif de liberté, pour moi, c'était inconcevable de me marier à quelqu'un que j'ai jamais vu déjà, parce que même si je l'ai vu, enfin, il y a longtemps, il est parti très tôt. Quand j'avais 17 ans, il en avait 27. Mm. Donc, oui, ma mère est finie par... je finis par me résigner quand je me dis, ouais, peut-être... c'était souvent, ouais, t'es jeune, tu connais pas encore la vie, écoute-moi. Moi, je sais de quoi je te parle. Donc, moi, je suis têtue, mais je suis très facile à raisonner aussi. On me disait, faut m'écouter. Moi, après tout ce que j'ai vécu, je sais de quoi je te parle. C'est la meilleure solution. Pour mieux maintenant que tu te maries jeune que de rester vieille fille. Tes études, tu pourras les faire. Moi, je suis là, j'irai à l'école, je m'occuperai. Enfin, si jamais tu fais des enfants, je m'en occuperai, je t'aiderai. Tout ça, moi, c'est ma mère qui m'a aidée à finir mes études. Parlant d'elle, il y a ma tante qui met la pression, il y a ma mère qui met la pression.
Il y a même des copines, genre, t'en parles, il y en a qui disent: «Ah mais c'est trop bien!» Oui, parce que le mariage, comme j'ai dit, c'est tellement une société patriarcale qu'on pense que le bonheur d'une femme passe par, forcément être mariée, avoir un homme dans sa vie. Oui. Donc, ouais, j'avais des copines qui disaient: «Ah trop bien! Ah tu trop de la chance, tout». Oui, beh, ouais. Donc je me suis faite à l'idée que c'était une bonne chose pour moi, fallait le faire. Donc j'ai accepté, mais sans amour, hein. Il y avait ouais, sans amour. Mon cousin, il revient, on fait le mariage, traditionnel et je suis sa femme, quoi. En fait, je passe le bac et ensuite, les vacances, on fait le mariage traditionnel et ensuite les résultats du bac. Je sors que j'ai le bac, j'ai mon orientation, mais entre-temps, je tombe enceinte. Je tombe enceinte et ma première grossesse, elle se passe très mal. Je tombe malade tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, je suis malade. Et vu que l'école que je devais faire était quand même à 450 kilomètres de la capitale, donc moi, je suis mariée, je suis dans la capitale avec mon mari. S'il fallait aller là-bas, il fallait, prendre un logement, toutes ces choses-là, c'était compliqué. Finalement, bah, mon père, il m'a inscrit dans une université privée. J'ai commencé d'abord par économie et gestion. C'était pas fait pour moi parce que c'est à la base, c'est pas ce que je voulais faire. C'était pas ce que je voulais faire. Moi, c'était soit, enfin, au lycée, j'ai fait tout ce qui est, comment on dirait, vie scientifique, tout ça. Donc pour moi, c'était l'économie et gestion, ma première année chaotique. Bah, j'étais mariée, il fallait j'ai eu ma fille et il fallait aller à l'école, laisser l'enfant chez ma mère. Des fois, en quittant l'école, passer, faire les courses. C'était c'était compliqué ma première année, chaotique. Après, j'ai dit: «Je voulais plus faire ça» et ensuite, bah, après ça, je retombe enceinte et mon fils est né et c'est là qu'on me dit: «Ouais, je veux faire, autre chose, quoi». Je fais du marketing, communication marketing. Voilà, ça se passe bien. J'aime pas, mais je le fais juste parce que, voilà, j'allais pas faire, bah, j'ai eu un beau parcours jusqu'au lycée et terminer comme ça, quoi, sans diplôme, sans rien. Mais pour moi, c'était un échec, hein, et j'ai encore cette frustration aujourd'hui. Pour moi, j'ai échoué. Ça se passe très mal avec lui, malgré que je tombe enceinte 2 fois, mais et ça aussi, j'ai pas de conseils, de contraception. Ma mère, quand je tombe enceinte, moi avant ça, je connaissais pas les contraceptions, je connais pas, il y a pas d'éducation dessus, rien du tout. Donc oui, beaucoup de colère et avec cette personne, ça se passe pas bien. C'est compliqué, on s'entend pas. Je l'aime pas, je lui dis. Il le sait. Chaque fois, je lui dis. Moi, j'avais quelqu'un d'autre dans ma tête et dans mon cœur. Cette personne s'appelle Omar et enfin, on n'a jamais coupé contact, quoi. On se parlait, c'est elle me conseillait beaucoup, même quand j'étais mariée, qu'elle était vraiment avenante avec moi et cette personne. Bah, voilà, c'est la seule personne pour moi qui est de mon côté,
qui a toujours été de mon côté d'ailleurs. Des fois, je me disais: «Bon, je sais pas où aller, je sais pas où aller, donc vaut mieux que je me résigne et que je reste avec lui». Et des fois, bah, je prenais mes affaires, je rentrais. Je crois chaque 2 semaines, je rentrais avec mes valises chez mes parents et ils reprenaient mes valises, ils me ramenaient encore, chez lui. C'était comme ça. Jusqu'à un moment, lui-même, il en pouvait plus, il a demandé, qu'on se sépare. Ouais. Parce que moi, avant ça, j'avais demandé plusieurs fois. Je voulais qu'on se sépare, mais mes parents, pour eux, non. Vu que ça vient de moi, non, c'est pas possible. Donc je l'ai supplié, c'était je pleurais beaucoup la nuit, je pleurais beaucoup, je disais qu'il a gâché ma vie, ma famille a gâché ma vie, j'ai pas fait les études que je voulais, tous les efforts que j'ai fournis. Bah, aujourd'hui, voilà, mes copines, elles sont, en 4e année, 3e année. Moi, je suis là, je sais même pas ce que je veux faire de ma vie. Je crois qu'à un moment donné, il a eu beaucoup de remords parce que voilà, c'était quelqu'un quand même qui était sorti, il connaissait un peu la vie. Donc il a décidé que voilà, c'est mieux qu'on pour le bien de tous, son bien pour mon bien, il fallait qu'on se prépare et c'est là. Ça aussi, l'intervention de toute la famille pour ne pas vraiment que le mariage, se termine. Il a fallu beaucoup, 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 beaucoup de bah, je lui ai mis beaucoup de pression quoi, pour qu'il dise vraiment c'est ce qu'il veut et comme c'est lui l'homme, on l'a écouté. Bah, c'était un mariage, traditionnel donc le divorce, c'est quoi? C'est quand le mec, enfin quand le monsieur ton mari te répudie, il te dit: «J 3 fois: "Je veux pas de toi"», genre devant un témoin. «Je veux pas de toi, je veux pas de toi, je veux pas de toi». Ah, il te repudie, il te oui. Vous voyez à quel point c'est humiliant, c'est alors que c'est toi qui veux partir, mais on ne te laisse pas partir parce que mais donc oui, il te dit 3 fois: Je ne veux que plus de toi, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi». Devant un témoin chez d'autres personnes, c'est des colas. Alors les colas, c'est un fruit, je sais pas l'arbre comment ça s'appelle. Colatier, je crois, l'arbre s'appelle colatier. C'est des fruits, il faut savoir en Afrique de l'Ouest, c'est un symbole de respect, le cola. Quand on veut demander la main, d'une femme, on fait, genre c'est des noix de cola qu'on met dans un sachet, qu'on noue avec des gros fils comme ça et dessus on met genre, une somme symbolique pour aller saluer la famille, la femme peut lui demander, s'ils veulent bien enfin, donner la main de leur fille. En fait, pour toute démarche, en tout cas culturelle, il faut les colas. Pour un divorce, les colas. Pour, un baptême, pour toutes ces choses-là, c'est des colas, c'est des fruits, c'est rouge. Je pense que si vous tapez sur Google, vous verrez et donc, voilà. C'est un peu ça. Donc, bah, le divorce, on se sépare, je retourne vivre chez mes parents et là aussi c'est compliqué, compliqué. En même temps, je continue, bah, mes études et ça se passe très mal parce que je reviens vivre avec, mes parents avec 2 enfants sous les bras. Ma mère, elle en peut plus de moi, c'est les disputes, on s'entend pas et mais cette fois-ci, j'arrive à tenir tête. Je me laisse plus faire. Le fait d'être maman, genre d'avoir une responsabilité, je me dis: «Je ne suis plus une enfant». Donc on ne peut pas oui, ça change et aussi, bah, je fais mes études, en même temps je fais des stages, je commence à avoir un petit peu d'argent. Je sais que si enfin elle me fatigue, je pourrais en tout cas partir de là, prendre un appartement,
Et le fait aussi de me dire que j'ai été mariée, j'ai fait tout ce qu'il voulait. J'ai fait depuis que je suis née, je fais que tout ce qu'il veut. Aujourd'hui, j'ai des enfants, c'est terminé, quoi. On peut plus me dicter ce que je dois faire. Mais je reviens quand même à la maison parce que j'ai pas vraiment les moyens de prendre un appartement toute seule avec des enfants. Donc, mais ça se passe très mal. J'envisage même de partir, quoi, d'économiser, de finir ma dernière année, trouver un travail, travailler un peu. Franchement, je suis perdue. J'ai deux enfants. C'était pas le plan que j'avais en tête. Et il faut savoir, ma mère, pour elle, j'ai échoué. J'ai raté ma vie. J'ai raté ma vie parce que j'ai gâché un mariage. Ouais, c'est un échec total. Ils ont échoué, genre, mon éducation, ils ont tout échoué. J'ai gâché le mariage, c'est le quand dira-t-on, la famille. Euh, Souvent, ils disaient, je suis la risée de mes sœurs. Comme si le divorce, c'était une fatalité. Et encore plus quand je reviens avec ces deux gosses-là chez elle, pour elle, c'est un échec. Elle a limite envie que je parte et tout, mais bon, elle n'a pas le choix. Donc, bah, cette personne qui s'appelle Oumar, je la revois et on parle rapidement de... Dans ma culture, c'est pas possible d'être en concubinage avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Il faut forcément passer par la case mariage. Sinon, on voulait être ensemble d'abord, ensuite bah, se marier, mais il fallait qu'on se marie pour qu'on puisse être ensemble. Donc, je lui demande d'aller voir mon père et ma mère. Et ils vont parler, bon, il va voir mon père et ma mère. Là, et je me rappelle, ils étaient assis au salon. Il se présente, il dit, je m'appelle Oumar Tel, je fais tel travail, je suis l'église d'eux. Je connais votre fille, on se parle souvent et je veux l'épouser. Ma mère, elle se l'est, et elle dit, je savais, c'est à cause de toi, elle a gâché son mariage. Elle dit ça. Elle dit, je savais, c'est à cause de toi, elle n'est pas restée dans son mariage. Elle dit au mariage, c'est son cousin, c'est le fils de sa tante. Aujourd'hui, la famille est divisée à cause de ce divorce, tout ça. Ma belle-sœur et moi, presque on ne se parle pas. Je savais que c'était à cause de notre homme. Mon père lui dit, bah, si tu veux de ma fille, demande à tes parents de venir me voir. Donc, il se lève et repart. Bah, il lâche pas, quoi. Il en parle à ses parents aussi qui disent non, c'est une fille divorcée dans le fond. T'as jamais été mariée. C'est l'aîné de la famille et surtout, il vient d'une très grande famille, un père haut placé. Tout le monde les connaît, quoi, connaît leur famille. Donc, pour eux, premier garçon de la famille qui va épouser une fille divorcée, deux enfants. Pour eux, c'est embarrassant. Pour la maman, pas son père. Son père, c'est quelqu'un de tranquille, mais sa maman, non, c'est pas ce qu'elle veut pour son fils. Donc son fils lui dit, bah, si tu veux pas, moi j'ai 32 ans, si tu veux que je reste comme ça, il n'y a pas le problème, quoi. Donc si c'est pas elle, moi, enfin, je veux pas. Sa mère, elle dit, non, va voir, attends d'abord et essaie de la côtoyer. Juste histoire, peut-être qu'il se décourage, qu'il laisse tomber et tout. Mais voilà. Sa mère, elle voulait pas. Il voulait, je voulais. Mes parents, eux, tant que, enfin, je vais repartir dans un mariage et qu'on ne va pas dire que leur fille est divorcée. Tant que je me marie pour la deuxième fois, ils s'en foutent, hein. Ils voulaient juste pas que j'ai l'étiquette de femme divorcée. Que des questions d'honneur, de quand dira-t-on, oui.
pour eux, une femme avec 2 enfants qui est divorcée, c'est forcément la faute de la femme. Et chez nous, comme on dit, l'honneur, c'est pour eux, hein. Parce que moi, j'ai pas cette philosophie-là. L'honneur, c'est enfin, l'honneur de la famille. Il faut se battre pour, même si t'es pas d'accord, il faut sauver l'honneur de tout le monde. Mais, mais quand même, on finit par se marier, cette personne et moi, et ça se passe bien, quoi. Mais sauf que le bonheur, il est de courte durée. Avant même que je me marie avec cette personne, quand je la fréquentais, je lui ai raconté tout ce que j'ai vécu, tout ça. Et ils savaient un peu tout ce que j'avais vécu et tout ce que je voulais faire. Il m'a fait tout faire. Ça veut dire que, euh, comme je disais que j'aimais jouer au foot, il m'amenait jouer au foot. Bah, jusqu'à je me suis mariée avec lui, moi, j'étais jamais allée en boîte de nuit. La première fois que je pars en boîte de nuit, c'est lui qui m'y amène. Je savais pas si j'étais jamais allée en boîte de nuit. Pourtant, je suis née, j'ai grandi à Conakry, hein, non, mais j'allais nager avec lui. euh, voilà, toutes ces petites choses, frustrations que j'avais, il a essayé de les combler. La première fois que bah, il m'a appris à conduire, faut savoir, là-bas, il y a des terrains vides comme ça où avec la voiture, tu peux faire des essais, machin, c'est pas interdit. Donc, il m'apprend à conduire avant même que je passe le permis. Voilà, je fais tout ce que j'avais envie de faire. J'avais jusqu'à je l'ai connu. Faut savoir, à Conakry, il y a la mer, hein. Mais quand moi je grandissais, il y avait pas de. Vraiment, c'était pas très bien aménagé, donc il y avait pas vraiment, on pouvait pas aller à la plage. Donc je voulais, depuis toute petite, aller à la mer, mais genre la vraie mer avec du sable, machin. Et ça, il fallait aller un peu plus loin de Conakry. Mais ma mère, elle disait non, c'est dangereux. Non, donc la première fois que je vais à la plage, véritablement, c'est lui qui m'y amène. Donc toutes mes premières fois, c'est avec, presque toutes mes premières fois, c'est avec cette personne. C'est lui qui m'apprend, qui me fait découvrir la vie, beaucoup de choses. Et j'étais heureuse et épanouie avec cette personne. Vu que j'habitais pas loin de chez ma mère, bah, mes enfants étaient avec leur père. Et moi, ils venaient chez moi. Des fois, ils allaient chez ma mère. Ou les week-ends, des fois, ils étaient chez leur père. C'était comme ça, on faisait. Des fois, par exemple, quand il fallait aller chez sa mère, dans sa famille, il me disait, non, viens avec tes enfants. Il y a pas, non, on les laisse pas chez ta mère ou chez leur père, non. On vient avec eux. Non, il n'y avait aucun problème sur ce côté-là. Non, c'était un homme bien. Donc ça se passait très bien entre nous. Enfin, il n'y avait rien à dire. C'était super. Sauf que le bonheur a été de très courte durée parce que peu de temps après, cette personne, elle décède dans un accident. Et là, mon monde, tout s'écroule. Tout, tout. Pour moi, c'est une malédiction, quoi, pour moi. Oui. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait du mal à
à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de payer pour qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça? Parce que, au moment où je trouve vraiment, le goût de vivre, où je m'épanouis, où je suis bien en tant que femme et c'est là que, voilà, je perds tout ce qui me donnait envie de vivre. Ouais, c'est la descente aux enfers, c'est très, très, très dur. Très, très, très dur. Je Auparavant, j'avais perdu ma grand-mère que j'aimais beaucoup, mais j'ai jamais, jamais, jamais ressenti la douleur que j'ai ressentie et elle est encore présente, hein, parce que j'arrive pas. On vit avec des fois, en fait, le deuil, c'est quelque chose, on peut pas faire le deuil. C'est impossible. Moi, je pensais que quand on disait: «Non, c'est une période de deuil», la période de deuil, c'est tant que tu vis. On peut vivre avec, mais on peut pas faire le deuil d'une personne qu'on aime. C'est l'amour de ma vie, c'est la personne que j'aime le plus au monde, c'est la personne qui, hem, qui qui m'aimait pour ce que j'étais et c'est la personne qui avait confiance en moi, qui pour lui, j'étais la femme la plus intelligente du monde, j'étais capable de tout, il croyait en moi et pour lui, j'étais oui, c'est oui. Donc le perdre, je me suis dit: «Mais c'est une malédiction, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que» donc ça, c'est très compliqué, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jugements. Beaucoup, beaucoup de jugements, ça se passe très mal là. Après son décès, ça se passe très mal avec sa famille. J'ai perdu des amis, j'ai perdu oui, ça se passe très mal. Je suis jugée. Ça aussi, c'est complètement culturel, hein. Un jeune qui décède très tôt, il est pas malade, par accident, des choses comme ça. Des fois, on met la faute, on dit que la femme est malchanceuse, porte, elle porte la malchance. Donc moi, j'ai été traitée de ça, de tous les côtés, même de certains de mes proches. C'était dur. Venant de sa famille, de sa mère, de ses frères, c'est très difficile. Sa mère, une fois, elle m'a dit en face, hein: Je voulais pas que mon fils t'épouse parce que je sentais que ça allait mal se passer pour lui. J'entends beaucoup de bruit de couloir qui disent: «Oh, elle porte la malchance, c'est pas possible, il avait toute la vie, il est en bonne santé, il avait son avenir tout tracé, il avait de l'avenir, il était» voilà et il meurt comme ça, tragiquement, oui. Bah, la mort, c'est un cycle, quoi. Quand on est, on grandit, après, ben, on finit par mourir, mais comment chacun a la façon enfin, part d'une façon ou d'une autre et d'autres personnes, c'est par la maladie, d'autres c'est en donnant la vie, enfin, d'autres c'est par accident, d'autres c'est comme ça, d'autres volontairement aussi, hein. Comme aujourd'hui, moi, j'ai pas peur de la mort. La seule chose qui me fait peur, c'est de laisser mes enfants très tôt. Mmh. C'est la seule chose. Je pense que si mes enfants n'étaient pas petits, je l'aurais fait, volontairement. Cette idée-là m'est passée plusieurs fois dans la tête. Mais après, je me dis: «À qui je vais laisser mes enfants? À ma mère? Pour qu'elle vive la même chose que moi? Non». Donc je me suis dit, c'est incroyable, hein,
Des fois, je m'asseyais, je comptais, je me disais: «Il faut tenir peut-être 15 ans, tiens 15 ans, dans 15 ans, ta plus petite, elle aura 20 ans» et comme ça, je priais Dieu qu'il me reprenne peut-être dans 15 ans ou que je parte dans 15 ans, mais pas avant. C'est juste ça. Il y a que mes enfants qui il y a que elles qui me donnent l envie de vivre. Je vis que pour elles. Moi-même, je suis morte avec la je suis morte le jour où il est mort. Tout ce que je fais là, c'est pour elle. Tout ce que je fais, c'est pour elle. Mon premier mariage, j'ai eu une fille et un garçon et mon deuxième mariage, j'ai eu 2 filles. Les 2 filles sont les plus petites. Ma première fille et son frère, vivent avec leur père et les 2 autres filles, mes 2 autres filles de mon deuxième mariage vivent avec moi ici, en France. J'ai perdu, leur père est décédé, j'étais enceinte de la deuxième et la première, elle avait que 2 ans. Donc je perds mon mari en étant enceinte. Très difficile à vivre. Je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne et surtout quand enfin, dans le contexte familial dans lequel j'étais, c'était très, très, très dur. Comme j'ai dit, ça se passait pas bien avec, ma belle famille, avec ma belle-mère. J'avais pas de soutien moral. J'avais personne avec qui parler parce que la seule personne avec qui je parlais, elle est partie. Donc j'avais pas de soutien moral, psychologique. J'étais seule face à moi-même, face à ma douleur, face à mon désespoir. Sauf que mon défunt mari, il avait un ami, avec qui parce qu'il a fait ses études ici en France, il avait un ami, ici qui était resté ici, avec qui il s'entendait bien, avec qui j'avais parlé plusieurs fois. Donc celui-là, un jour, il m'appelle pendant la période de deuil et tout. Il m'appelle, avec lui, je m'ouvre vraiment. Je lui dis: «C'est très difficile». Je lui dis: «Ça se passe très, très, très mal. Je sais même pas si j'aurai la force d'arriver à terme, quoi, à avoir mon enfant». Je dis: «Ça se passe très mal. Je veux j'ai peur de me faire du mal». Donc il me dit: «Attends, demain je te rappelle». Donc il me rappelle le lendemain, il me dit: «Est-ce que tu penses que dans ton état, tu peux, tu peux voyager?» Je lui dis: «Je sais pas, j'en sais rien». Il me dit: «OK, bah, on va essayer de faire vite» parce que mon mon mari est décédé, j'étais presque à terme, hein, ils avaient dépassé, les 7 mois, quoi. Il me dit: «Bon, on va quand même essayer de faire ce qu'il faut, des papiers, est-ce que tu as un passeport?» Tout ça, j'avais un passeport déjà. Il me dit: «Bah, voilà, 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 je vais essayer de voir avec mon père», parce que je crois son père, travaillait, quelque part, je sais pas. En tout cas, il essaie de me trouver une, attestation d'accueil. Donc il m'envoie l'attestation d'accueil. Il me dit: «Essaie de voir si tu peux trouver un rendez-vous à l'ambassade de France pour un visa». Hem, je rassemble les papiers que j'avais, les extraits de naissance, plein de choses comme ça. Je rentre à l'ambassade et vu que mon mari, on le connaissait, tout ça, ces choses-là, donc
j'explique que je veux juste, partir quelque temps pour pouvoir accoucher, les frais, c'est pas les frais d'accouchement, tout ça, je vais payer, c'est pas enfin, je vais accoucher en clinique privée avec mon beau-père, en fait, et il avait dit qu'il y a pas de problème par rapport à ça. Parce que lui, mon beau-père, il voyait ma détresse, il voyait que ce que je vivais, c'était compliqué. Donc on rentre à l'ambassade, on leur explique que je viens juste, pour accoucher et puis enfin, le choc que j'ai vécu, c'est assez compliqué. Donc j'ai un visa de 3 mois. J'arrive en France, je suis presque à terme, je vais chez l'ami, qui m'héberge, j'essaye de parce que faut savoir en Guinée, j'étais pas allée chez un psy. Maintenant, on me dit qu'il y en a, mais bon, moi, en tout cas, à l'époque, j'en connaissais pas. Je vais voir un psy, la clinique dans laquelle, j'étais, il y avait un soutien aussi psychologique, tout ça. Donc j'accouche de ma fille. Ensuite, cet ami me demande: «Est-ce que tu veux rester et tout?» Je dis: «Non, non, non, moi je veux pas rester. Je veux pas rester en France». Je rentrais, pour moi, comme j'avais laissé, mes enfants et en plus, ouais, je me suis dit: «Toute seule ici, je connais personne, il y a pas ma famille, mieux vaut être à côté de ma famille, même si ça se passe mal, mais au moins, j'ai mes repères». Donc il me dit: «Tu veux pas rester?» J'ai dit: «Non». Donc j'accouche, je reste 3 mois en France et puis je repars. Je rentre en Guinée avec, mon bébé, je retrouve mes autres emplois, tout se passe bien et je retourne, bah, chez moi, là où mon mari m'a laissée. J'ai mon petit confort, je suis tranquille, sauf qu'un jour, ma mère m'appelle, elle me dit: «Ouais, ta belle famille est arrivée ici chez mon père et ils disent que, ils veulent que tu retournes, qu'ils te rendent». Je sais pas comment on explique ça. Vu que j'étais mariée légalement, culturellement, enfin traditionnellement, j'étais mariée. Donc le mariage traditionnel, ils, mettent fin. Ils ramènent des colas chez mes parents pour dire que, ben, on vous rend votre fille. Voilà, on vous rend votre fille. Si vous trouvez quelqu'un qui veut d'elle, bah, tant mieux. Bah, ils n'ont pas parlé comme ça, mais bon, c'est ce que ça veut dire et les enfants, on veut qu'on ait la garde des enfants parce que, elle a pas forcément les moyens de s'occuper, de 2 enfants. Elle en a encore déjà 2, ça va être compliqué pour elle. Toutes ces choses-là, donc nous, on garde les enfants, vu qu'elle est ici et pour aller voir. Donc je lui dis: «Non, mais c'est pas possible. Les enfants, c'est mes enfants et personne ne va les élever à ma place». Je peux comprendre si le père, il vit, OK, on peut partager la garde ou même si les enfants préfèrent vivre avec leur père, OK, mais mes 2 enfants que j'ai eus là, le en plus mon bébé est tout petit encore, non, non. Les enfants, personne ne les élève pas à ma place. Donc ma mère me dit: «Ah». En tout cas, nous, on a accepté, les colas. On pouvait pas dire non. Voilà. Ma belle-mère, elle commence à m'appeler pour me dire, «Ouais, il faut que tu partes de la maison». Oui, parce que mon mari avait fait construire une maison, j'habitais là-bas avec lui.
Donc, oui, il faut partir de la maison. On va mettre la maison à location. Comme ça, l'argent, on va le mettre de côté pour les enfants euh, quand elles seront majeures. Tu vois? Je dis, mais je pars pas d'ici. Mon mari m'a laissé là. En plus, je suis mariée. Le régime bien commun. Donc, je pars pas. Je connais, enfin, j'ai été à l'école, je sais ce que je fais. Mais il y a personne qui pourra me faire partir d'ici. Que me dit, oui, mais c'est pour les enfants. La maison, elle est trop grande pour toi toute seule. Ouais. La maison, elle est beaucoup trop grande pour toi toute seule avec tes enfants. Vaut mieux que tu sortes de là-bas, on la met en location. Comme ça, tu prends un appartement, tu vis là-bas. Et puis les enfants, les charges, c'est trop compliqué. Les écoles privées, on va les récupérer, on va gérer tout ça. J'ai dit non. Non, si vous voulez pas payer leur école, si vous voulez pas faire ci ou ça, c'est pas un problème. Les iront à l'école publique. C'est un problème. Moi, je travaillerai, mais je pars pas d'ici, quoi. Quelques mois, je crois 3 mois après, ils reviennent me parler, cette fois-ci pas elle, mais une autre femme de la famille qui dit, bon, voilà, tu sais, ton beau-père, il t'apprécie beaucoup. Il a dit que son fils t'aimait beaucoup, vraiment, donc il t'apprécie. Ce qu'il veut, c'est que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans nos cultures. Je sais pas si tu sais. Je dis non, je ne sais pas. Et donne un exemple d'une dame que je connaissais, tout ça. Elle dit oui, parce que dans notre culture, quand le grand frère décède, et un de ses petits frères peut épouser sa femme pour ne pas que, pour ne pas que la femme repasse sa vie avec un autre homme et que les enfants se sentent un peu, enfin, que ça se passe pas forcément bien avec un autre homme. Alors que le frère de ton père, forcément, il va prendre soin de toi. C'est un peu comme ton père. Je dis non, mais jamais. Non, jamais. Jamais je me marierai au petit frère de mon mari, c'est pas possible. C'est un peu trop là. Vous voyez pas que ma vie, elle est assez chaotique à ce point-là? Non, mais à ce stade-là, je pense que c'est la meilleure solution pour toi. Si tu veux pas perdre tes enfants. Là-bas, c'est pas comme ici, on va dire non, décision de justice, voire non, non. Avant que ça, c'est le dernier recours. Et souvent, si tu fais ça, on va dire non, elle a amené sa belle famille devant la justice. Tu deviens une peste. Non, étiqueté, c'est non, non. Donc, c'est le dernier recours, car sinon, c'est par la parole, l'intervention de 1001 personnes. Donc, ce qui se passe, c'est que cette dame, elle me dit, non, si on te prend tes enfants, enfin, après le bébé, encore, elle reste avec toi, mais si on te prend la plus grande et tout, comment tu vas faire? Je dis non, on va me prendre rien du tout. On va pas me prendre la maison, on va pas me prendre mes enfants, je vais me marier avec personne. Je dis ça, elle me dit, ah, en tout cas, il faut réfléchir parce que là, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, en fait, il se cache sur le fait que non, les enfants, il faut préparer leur avenir. Donc, la maison, comme elle est trop grande, il faut que tu sortes, mais c'est une façon de mettre la main dessus et tout. Donc, ils vont voir mes parents. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que pour ne pas que les enfants soient dispersés, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse organiser en tout cas un remariage. Moi qui ai vécu un mariage presque forcé avec un cousin, avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Pourquoi cet acharnement-là? Mais pourquoi?
Moi, j'entendais ça, hein. Je connais des femmes qui ont perdu leur mari là-bas, qui se sont mariées aux jeunes frères de leur mari. J'ai même entendu, oui, quand ils font ça, c'est que la famille, elle t'aime, on t'apprécie, t'as été une bonne femme. C'est un honneur pour ta famille, c'est pour toi, t'as été une bonne femme. Toujours ça, toujours ce que les gens pensent, ce que les gens pensent, ce que les gens diront, c'est toujours... Voilà, c'était encore une bataille de plus. C'était une bataille de plus. Et à ce moment-là, je commence à réfléchir. C'est là que je commence à réfléchir. Vraiment, je commence à nourrir le projet de partir. De revenir en France. Pour échapper à ce mariage-là. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la 3e partie du récit d'Aïcha. Pour me soutenir et ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner. Un grand merci au Centre social Maryse Bastier pour leur soutien et pour m'avoir permis d'enregistrer mes interviews dans leurs locaux.